autour des métiers de bouche, autour de l'artisanat du goût, du geste, du beau et du bon. Donc voilà un petit peu l'idée de départ, et c'est sur ces bases-là qu'on a fait une première réunion à Paris avec une vingtaine d'entreprises qu'on avait contactées qui nous semblaient correspondre aux critères initiaux qu'on avait définis. Beaucoup d'entre elles sont là aujourd'hui, et où on a commencé à échanger sur cette idée qui voit donc le jour aujourd'hui. Alors, l'envie, c'était vraiment de créer un réseau d'artisans, du geste et du goût, donc des entreprises artisanales dans lesquelles l'humain, les mains, le geste sont essentiels. On a tous des métiers qui demandent de l'expertise et l'utilisation des mains très important. Bien sûr, avec des artisans dont l'objectif commun est la recherche de l'excellence, d'être toujours les meilleurs dans leur secteur d'activité, dans ces métiers d'artisanat, et un petit peu prétentieusement, un petit peu un comité Colbert de l'artisanat et du goût. Donc voilà un petit peu les envies qui nous ont guidés et qui nous guident aujourd'hui. C'est nous rassembler régulièrement pour grandir ensemble, échanger ensemble, progresser ensemble et tendre vers l'excellence et vers le bon et le goût. Alors, bien sûr que créer un mouvement comme celui-là, on part d'une feuille blanche, donc la tâche est ardue, on ne sait pas trop par quelle vous commencez parce que ce n'est pas le métier, clairement. Donc on l'a fait avec tout notre bon sens, je dirais, avec certainement aussi des erreurs au départ, voilà, mais on l'a fait avec beaucoup d'amour et beaucoup d'entrain. On s'est fait aussi accompagner par des professionnels de la communication, voilà, et on est arrivé à une plaquette qu'on vous présentera, avec laquelle vous pouvez partir tout à l'heure, dans laquelle seront résumées à la fois nos ambitions, nos valeurs et les actions que l'on va mener demain. Rapidement, avant de passer la parole à Laurent, les grandes ambitions de ce mouvement, de cette association, sont bien sûr d'abord réunir et cultiver des gens qui sont passionnés, qui aiment nos métiers, qui aiment nos produits, avec cette volonté d'échanger entre nous déjà, de s'aider mutuellement dans les problèmes du quotidien, dans les réussites comme dans les difficultés, de tisser des liens avec d'autres partenaires qui ont également des problématiques un peu similaires, de réunir régulièrement des consommateurs qui ont eux aussi des valeurs et des aspirations communes aux nôtres, d'inspirer, de donner envie et peut-être aussi des idées à ceux qui n'osent pas se lancer à franchir le pas sur ces métiers à la fois difficiles mais qui donnent tellement de plaisir. La seconde ambition, elle est vraiment liée à l'association, c'est de créer une marque, un label qui soit référent autour de produits d'exception. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on travaille pour se faire reconnaître, pour rayonner. Il faut qu'on construise aussi, qu'on co-construise des ambassadeurs, un réseau d'ambassadeurs et d'influenceurs, que l'on mette en commun des moyens également. Bien sûr que l'on réalise des actions qui peuvent aller jusqu'à des actions commerciales dans le futur. Enfin, en tous les cas, vraiment créer que MSFE soit une référence dans le monde de la gastronomie et du goût. Troisième ambition qui nous paraît extrêmement importante et encore plus peut-être avec ce que nous vivons ces derniers mois, c'est la pérennisation et la transmission de nos savoir-faire. Nous avons dans nos maisons des experts qui, chacun à leur niveau, participent à la création de nos produits et à la complexité de nos produits. Et il y a, on peut le dire, des risques que certains métiers disparaissent parce que ces gestes, ces savoir-faire
eux aussi peuvent disparaître avec les hommes. Donc l'idée, c'est aussi que l'humain est essentiel dans nos entreprises et que nous devons attacher beaucoup d'importance à l'humain afin de pouvoir pérenniser nos savoir-faire et nos compétences. Alors ça veut dire qu'on va pouvoir aller déjà s'inspirer de ce que font les membres du club et échanger entre nous, s'engager aussi dans des valeurs de défense de nos savoir-faire. Il y a toute une série d'actions, d'ailleurs que Gilles nous détaillera un peu plus tard, que l'on a déjà prévues. Dernière grande ambition, c'est le partage. On ne peut pas imaginer nos métiers sans le partage. C'est un petit peu le moteur de notre quotidien, parce que toute l'énergie, tout ce que l'on peut donner dans nos entreprises au quotidien, c'est avant tout pour les autres. Si nos métiers sont bien des métiers généreux, c'est parce que justement on a tous envie de voir les sourires sur nos consommateurs quand ils se servent d'un morceau de saumon ou de terrine ou boivent le champagne ou de l'armagnac et tous les produits que l'on peut proposer. Partager donc les plaisirs de la table, mais aussi partager et révéler des expériences sensorielles, puisque dans l'éducation aussi de nos jeunes, de nos adolescents et de nos jeunes, je pense que notre rôle aussi, c'est d'éduquer, c'est d'accompagner et de faire comprendre qu'il y a une vraie diversité dans les produits français. Et donc c'est aussi notre rôle de faire tout ça. Donc 4 grandes ambitions qui sont déclinées bien sûr en action. Et notre grand challenge sera de trouver le temps, l'énergie, la combinaison entre nous pour mener tout ça à bien. On a beaucoup d'envie et on espère pouvoir mener tout ça à bien assez rapidement dans l'ordre parce qu'il y a beaucoup d'actions prévues. Mais ces grandes ambitions sont là et sont la base de notre projet. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire en introduction. Merci encore de déplacer, d'avoir montré votre intérêt à notre association. Et je vais passer la main au micro à Laurent, qui va continuer un petit peu à vous présenter ce que nous avons prévu. Merci Marc. Merci. Merci Marc, voilà, pour cette présentation. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Laurent, je dirige la maison d'Artouille, je suis aujourd'hui accompagné de Pauline, voilà, et Guillemette, sa sœur, qui s'occupe de la production chez nous. Voilà. Moi je vais vous parler du fruit de nos réunions et de nos travaux en ce qui concerne les valeurs de maison et savoir-faire d'excellence, et aussi ce que l'on souhaite en termes de développement par rapport à la participation de nos membres et de la façon dont on va rayonner ensemble. Maison et savoir-faire d'excellence, c'est déjà la passion, une communauté de passionnés bien sûr, pour offrir et transmettre nos métiers à nos collaborateurs, à nos clients, à nos partenaires, les institutionnels, tout ce qui nous environne au niveau de notre métier. Passionnés par déjà nos matières premières, donc nos partenaires fournisseurs, des rencontres que l'on peut faire donc au quotidien dans le cadre de notre travail pour présenter nos produits ensuite, pour fabriquer et présenter nos produits à nos clients. Donc comme le disait Marc à l'instant, la passion en fait par le beau, le bon et le goût, c'est vraiment notre ADN. Et toute la passion que l'on peut mettre dedans, tout le temps en fait que l'on peut mettre dans nos organisations, dans nos travails, dans le développement de nos maisons, est plus qu'important. Ensuite, une valeur d'exigence. L'exigence, c'est tous les jours dans notre fonctionnement, le respect donc des critères d'excellence. De faire beau et de faire bien une fois, c'est relativement simple. De faire bien et beau tous les jours, c'est un véritable challenge. Et c'est ce que nous donnons
c'est ce que nous anime au quotidien. Donc partager aussi cette exigence avec nos partenaires et de mettre en forme ce que la terre, la mer nous donne de meilleur pour nos consommateurs. Une valeur d'ingéniosité. Nos maisons sont plutôt tournées vers la tradition, mais on ne s'interdit pas en fait d'y mettre de la modernité dans nos organisations à partir du moment où ça apporte au produit sans contrarier la main de l'homme et le geste. Une valeur de singularité, donc des produits uniques, des gestes uniques. La formation des jeunes, des hommes formés dans nos maisons, formés à nos métiers. On a des réelles en fait, volontés de former aussi nos collaboratrices et nos collaborateurs à nos métiers, et en particulier en fait, les métiers maison, en fait, où on a du mal à trouver des formations adaptées pour ceci. D'aller chercher en fait toute la diversité, en fait, toutes les matières possibles, ce que nous donne la nature et le climat, pour mettre en place nos produits. Le goût, principale valeur, sublimer l'essence lors des dégustations, avec le partage. Nous allons commencer aujourd'hui donc un premier partage avec la grande table, avec le grand repas. Offrir beaucoup de plaisir, du bien manger, comprendre ce que l'on mange et ce que l'on boit. Et la dernière valeur étant le respect des hommes et des femmes qui nous accompagnent tous les jours donc à travailler à l'évolution de ceux-ci, nos partenaires, notre cité, ce qui nous environne, la nature, ce qu'elle nous offre, et nous nous attachons à ne pas la contrarier. Voilà un petit peu pour les valeurs que nous avons développées lors de nos différentes réunions et tous nos travaux préparatoires avant ce grand repas. Au niveau de nos membres, au niveau de nos sélections, donc nous allons travailler autour de 3 grands thèmes, donc l'ensemble des métiers de bouche, les vins et les spiritueux et les arts de la table. Nous souhaitons en fait qu'il n'y ait pas de concurrents pour le moment en fait dans les différents métiers, sur des canaux plutôt traditionnels au niveau de la commercialisation de nos produits, directement auprès des professionnels des métiers de bouche, fabricants, producteurs, transformateurs, obligatoirement passer en fait par des étapes de transformation, rechercher l'expertise dans le métier, des savoir-faire manuels donc uniques, et connaître bien son métier, ça passe par une expertise donc sur toute la chaîne alimentaire de l'amont à l'aval, et d'être référent dans son métier. Par rapport à nos membres, nous avons donc programmé et nous souhaitons faire visiter chaque maison. Pour les connaître bien de l'intérieur, il faut les rencontrer, les visiter, discuter avec les dirigeants. C'est le dirigeant qui participe directement en fait, à la vie de maisons et savoir-faire d'excellence, avec aussi des collaborateurs en fonction des expertises des uns et des autres. Mais l'engagement du dirigeant est assez important. Et un engagement donc, de promotion du mouvement, de nos valeurs et de nos savoir-faire. Voilà, pour arriver en fait à ce que Maisons et Savoir-faire d'Excellence puissent se développer dans notre environnement donc de la gastronomie, à disposition en fait, de l'intégralité de nos clients et de nos consommateurs. Voilà un petit peu ce que... Est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur la taille des entreprises que l'on cible?
Des entreprises, on n'a pas, je ne sais pas si on a réellement statué donc, sur des niveaux, mais bon, de 10 à 35, 40, 50 collaborateurs peut-être. Hein. Après, on avait aussi réfléchi donc, sur des tailles de chiffre d'affaires. Hein, en deux mots, on ne va pas les multinationales, quoi. On voilà, va les entreprises indépendantes, artisanales. Ouais, des artisans. Des artisans. Ouais. Des artisans. Voilà, merci pour votre attention et merci aussi de votre présence parmi nous. Voilà, sur Internet, c'est un grand moment pour nous et une grande satisfaction. Voilà. Je vais passer la parole à Gilles. Bonjour à tous, je suis Gilles Véraud, je suis charcutier à Paris. Je suis présent aujourd'hui avec mon fils Nicolas, qui est facilement reconnaissable aussi, parce qu'on est en blanc, c'est pas juste pour frimer, c'est parce qu'on est aussi en cuisine en même temps ce midi, mais à votre table aussi bien sûr. Mais comme tous, voilà, mais nous on a un petit peu de plat chaud, c'est pour ça. Quand Marc Darroze m'a appelé, il y a, je crois, 4 ans ou 5 ans, je ne sais plus, pour me parler de ce mouvement, j'ai tout de suite été séduit, bien sûr, par rencontrer des personnes qui font pas mon métier, mais qui sont de mon univers, qui ont les mêmes problématiques et les mêmes plaisirs, les mêmes passions, et surtout des tailles d'entreprise assez identiques aux nôtres, enfin à la nôtre. Et je pense que les premières réunions, on a tout de suite senti qu'on s'était trouvé en fait. Ce qui est important, c'est de se trouver, de se connaître. Et puis après, il a fallu apprendre à travailler ensemble. Donc on a fait déjà pas mal de réunions depuis. Moi, je suis arrivé seulement en début d'année, officiellement en tout cas. La Maison Véraud est rentrée dans l'association officiellement en début d'année. Mais on a fait pas mal de réunions pour se préparer à vraiment travailler ensemble. Et c'est pas forcément évident parce qu'on sait tous faire notre métier, on le fait plutôt bien, mais après coordonner tout ça et en faire quelque chose qui soit pas juste se retrouver autour d'une bonne table, pour nous, c'est pas tellement un problème. Il fallait donner un sens vraiment à ça. Donc moi, je vais vous parler un petit peu de ce qu'on a prévu de faire concrètement dans les semaines, dans les mois qui viennent et dans le futur. Donc, il y a eu un premier rendez-vous à Paris au mois de janvier où on était pas mal chez nous, accueillis aussi par Hélène Darroze. Et puis il y a eu un deuxième, entre une dizaine de rendez-vous Zoom. On s'est retrouvés à Paris au mois de mai, donc là il y avait encore le confinement. On était pas loin des Tuileries, mais surtout la salle où nous étions, on ne pouvait pas déjeuner dedans. Donc on était un peu coincés. On était 15, je crois. Et on s'est dit, bon, on va faire un pique-nique. Donc il ne fallait pas qu'il pleuve, bien sûr. Et on a eu de la chance, il est comme aujourd'hui. Donc on est un peu chanceux, apparemment. Donc on est allé pique-niquer au jardin des Tuileries. Et c'était exceptionnel parce que chacun avait ramené, c'était complètement organisé au dernier moment bien sûr, mais chacun avait ramené son savoir-faire. Et donc ce pique-nique, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés, qui sont tournés autour de nous et qui ont d'abord, on ne savait pas trop si on avait le droit de tomber les masques et de manger à 15 comme ça, donc on essayait de se cacher un peu. Mais bon, on avait quand même sorti des grands verres, des grandes bouteilles, c'était un peu impressionnant. Et je crois que l'idée vraiment de la grande table, elle est née comme ça, dans le jardin des Tuileries au mois de mai, un lundi un peu ensoleillé. Et ça nous a paru une évidence. Il fallait qu'on ait ce rendez-vous. Alors, ce rendez-vous sera, je dirais, un rendez-vous avec des invités, bien sûr, puisque vous êtes là aujourd'hui. Donc, des gens qui vont porter la bonne parole, qui sont intéressés par notre mouvement, qui sont de notre univers et qui aiment nos entreprises et qui vont découvrir, parce que là peut-être que vous connaissez 2 ou 3 maisons aujourd'hui, mais là, quand vous allez repartir, vous connaîtrez les 12
membres Maison Savoir-Faire Excellence, et puis demain on sera peut-être 20. Ce que Marc n'a pas précisé aussi, c'est que quand il dit nous sommes une maison par métier, c'est un choix fort. Pourquoi ? Parce que on veut quelque chose de clair, de compréhensible, et donc c'est un représentant qui va être la vitrine de son métier. Voilà. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui ce mouvement Maison Savoir-Faire Excellence devrait peut-être ne pas dépasser les 30 membres. Donc c'est vraiment un choix fort de notre part. Donc la grande table, aujourd'hui on est accueilli par Frédéric Zemet, Pierre Bétinger, la maison Leclerc-Briand, avenue de Champagne, donc on a beaucoup de chance. Et comme l'année prochaine, voilà, il faudra aller ailleurs, on pourra peut-être pas tout les faire. On pourra peut-être pas toujours le faire à Épernay, puis il faudra tourner un peu. Enfin, on est bien ici, mais bon, je sais pas, on n'a pas négocié encore avec eux, donc on ne sait pas, on va voir. Puis si c'est réussi en plus, voilà, c'est bien. Donc, mais l'année prochaine, on sera ailleurs, parce qu'on sera peut-être dans les Landes, hein, chez Marc. Il dit que c'est compliqué d'aller chez lui, mais bon. Il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas de réseau. On sera peut-être dans les Landes ou chez Barsouille. On sera peut-être en Alsace. On a pas mal d'Alsaciens, je crois. On sera peut-être dans le Nord, autrement. On a quelques représentants. On sera peut-être en Provence, ouais. Ça, c'est pas mal aussi. À Paris, pourquoi pas. Mais en tout cas, on sera dans une de nos maisons. On vous accueillera à nouveau si vous voulez revenir. Enfin, en tout cas, on fera tout pour vous faire revenir. Et puis, surtout, on aura un an et on sera peut-être encore plus organisé. Voilà, on espère qu'aujourd'hui, ça sera bien déjà. Donc, au-delà de cette grande table, ça c'est plutôt la partie, la vitrine en fait de ce mouvement, on a fixé de se retrouver physiquement, parce que les Zooms, voilà, ça va 5 minutes, de se retrouver physiquement au moins 2 fois par an, 2 réunions annuelles, sur un jour, sur 2 jours, et puis de traiter de sujets qui nous intéressent énormément et qui peuvent faire avancer nos maisons. Donc évidemment dans le développement, dans le rayonnement de nos maisons et de notre mouvement, bien sûr. Et puis tout ce qui est important, bien sûr, pour se faire connaître, la communication et l'image, évidemment. J'en profite pour vous dire que nous avons un compte Instagram, Maison Savoir-Faire Excellence, donc j'espère que vous allez tous le suivre, le relayer. Justine m'a dit de bien penser à le dire. Voilà, donc j'écoute ce qu'elle me dit. Et donc, c'est tous ces thèmes, voilà, évidemment, quelque chose qui est très sensible dans nos métiers, c'est la formation et la transmission, bien sûr. Donc, on est tous confrontés parfois à des problèmes de recrutement. Donc, la formation, voilà, c'est quelque chose dans lequel on doit s'engager. On doit être solidaire, et donc je pense qu'on va vraiment à nous tous, avec nos maisons, d'un même niveau, peut-être progresser comme ça. En tout cas, voilà, le partage de nos expériences, le partage de nos connexions aussi, parce que nos réseaux, il va falloir qu'on se les échange, en fait, c'est important. Donc dans les présences aussi de Maison Savoir-Faire Excellence des membres, on envisage et donc d'être présent sur des événements bien sûr gastronomiques. Alors on n'a pas de chance, c'est que en fait tout est en septembre et nous aussi notre lancement était en septembre, mais il y avait beaucoup d'endroits où on ne pourra pas être, bien sûr, en tout cas sous le label Maison Savoir-Faire Excellence. Je pense bien sûr à Omnivore, même si certains seront présents avec Stéphane Méjanès. Je pense à Taste of Paris, je pense à des salons, salons gourmets. Ouais. Je crois que Laurent sera, Maison Bartou, il sera représenté, c'est ça? Ouais. Confiserie à Gand aussi. Ouais, et avec confiserie à Gand. Et d'ailleurs, peut-être aussi. C'est ça. Et donc au sein de ces événements, ce qui sera important, je pense, au-delà de parler de notre mouvement, notre associatif, c'est justement de communiquer notre savoir-faire par le geste, peut-être par des démonstrations, des masterclass,
des moments privilégiés où on pourra vraiment montrer notre savoir-faire. Voilà. Et donc essayer de faire une vitrine de ce mouvement pendant ces moments-là. Dans un mois, il y a également un moment fort qui est la semaine du goût. Et donc je sais que Guillaume Gomez est très investi depuis toujours, depuis très longtemps en tout cas. Donc nous nous engageons aussi, on va pour la plupart essayer d'aller donner des leçons de goût et en même temps de parler non seulement de notre maison mais de ce mouvement. Donc voilà, c'est une présence où on essaiera de diversifier nos présences dans l'année. Voilà, il faut que ça s'organise, mais ce grand rendez-vous déjà, la grande table, nos réunions de travail, et puis après un petit peu ces moments qu'on peut avoir, ces rendez-vous dans l'année, qui vont peut-être pas toujours être au mois de septembre cette fois, avec un peu de chance. Ce qui va nous occuper aussi, bien sûr, ce que disaient Marc et Laurent tout à l'heure, c'était recruter des nouveaux membres. Alors, comme on n'était pas encore très connus, bien sûr, personne ne venait à nous, mais ça commence à bouger. On a des gens qui ont entendu un petit peu parler de ce mouvement, de cette journée aussi, et certains sont venus nous solliciter déjà. Donc évidemment, il va falloir les connaître, si on ne les connaît pas plus, bien se renseigner, bien sûr. Et puis après, les visiter, comme disait Laurent, les parrainer, bien sûr, pour en faire de nouveaux ambassadeurs de la gastronomie, de notre savoir-faire. Comme je vous disais, nous avons beaucoup de chance aujourd'hui, puisque nous avons réussi à avoir comme parrain Guillaume Gomez, que je vais inviter à venir nous rejoindre pour nous dire un petit mot, parce que je crois qu'il est toujours très... il a tout de suite dit oui déjà, et donc c'est un grand bonheur, un honneur de t'avoir avec nous, et je te donne le micro pour que tu puisses raconter un petit peu ce que tu sais de nous et surtout de ton expérience en tant qu'ambassadeur de gastronomie. Merci à toi. Merci cher Gilles, merci à toutes et tous. Merci déjà de cette invitation, de m'avoir proposé de parrainer ce nouveau label, ce nouveau mouvement, cette nouvelle association. Je ne sais pas trop comment il faut la définir, vous l'avez définie chacun dans vos discours un petit peu différemment. Vous féliciter déjà d'avoir réussi à organiser cette journée. Quand tu me l'as proposé, Gilles, c'est vrai que j'ai tout de suite accepté. Pourquoi ? Parce que vous réunissez au sein déjà de votre label Maison Savoir-Faire Excellence et un petit peu de blanc-rouge, donc c'est formidable, tout ce dont je défends, ce qui est aujourd'hui on va dire la cause première de ma fonction en tant que représentant du président de la République envers tous ces acteurs. Donc c'était bien sûr quelque chose d'important pour moi de pouvoir répondre présent. Vous féliciter d'avoir réussi assez rapidement, même si ça a mis quelques années entre le premier repas et de grandes choses se font autour d'une table, autour d'un repas, et vous avez réussi à mettre ça en place, de fédérer des artisans de toute la France pour mettre en avant nos savoir-faire, l'excellence française et ce qui fait aujourd'hui la gastronomie française. Alors vous savez, je vais faire court, parce que quand il y a déjà 4 discours, le 5e c'est toujours un petit peu long, mais promis, je vais faire court. Déjà vous dire la fierté qui est la mienne de pouvoir être votre parrain et être présent parmi vous. Et vous savez, quand on est parrain, on a des devoirs et également des responsabilités. Et prenez ça amicalement, mais mon devoir de parrain ne serait pas complet si je ne venais pas non plus, après vous avoir longuement félicité chaleureusement, vous dire que je regrette un peu la présence de 4 hommes à cette table et qu'il n'y ait pas de femmes, bien que j'en ai croisé beaucoup, et il y en a énormément dans la salle. Donc j'espère que lors de notre prochaine réunion, il y aura des femmes pour intervenir. Voilà, ça c'était un petit mot gentil pour vous, mais c'est parce que c'est quelque chose d'important, parce que je me rends compte depuis de nombreuses années que dans nos métiers, malheureusement, bien que les femmes sont très présentes,
elles ne sont pas assez représentées. Donc je me permets de vous le dire parce que c'est aussi mon rôle en tant qu'ambassadeur justement de cette gastronomie qui se veut justement paritaire, inclusive et sur tous les domaines, en tout cas autant que faire se peut, irréprochable. Donc un grand bravo, je ne vais pas être plus long, vous féliciter comme je vous l'ai dit, vous dire que on a hâte de goûter tous les produits. Alors le rôle de parrain a cet avantage que j'ai pu découvrir grâce à toi, cher Gilles, un petit panier de toutes les spécialités, donc j'ai pu découvrir tout ça. J'espère que votre mouvement pourra grandir, que toutes nos belles régions de France, dom-tom compris, seront représentées dans ce label. En avoir déjà 12, c'est déjà une belle chose, et j'ai hâte de passer donc à cette grande tablée, comme vous l'avez appelée, pour pouvoir justement partager de bons moments avec vous. Voilà, merci à vous. Merci Guillaume, merci à nos orateurs. Avant la grande table, on a un exercice obligé qui va vous permettre de découvrir les 12 membres de la maison, et on l'a appelé le grand oral. Et le grand oral, c'est un exercice très compliqué puisque c'est chrono 2 minutes, chrono en main. Et pour répondre à Guillaume, la première à se plier à l'exercice, c'est Claire Briotet, des liqueurs Briotet. Monsieur Gomez, les femmes sont là, hein, rassurez-vous. Oui, elle commande en plus. Donc je vais présenter mon entreprise brièvement, hein, parce que j'ai quelques camarades derrière. Donc Claire Briotet, Maison Briotet, donc une entreprise familiale. On est toujours une entreprise indépendante 100%. Et donc je suis la 6e génération de Briotet. Voilà, donc je co-dirige avec mon frère. On est licoriste à Dijon, en Bourgogne. Licoriste, donc ça veut dire que notre produit phare et bijou, c'est la crème de cassis de Dijon, pour laquelle nous avons une indication géographique. Et à côté de ça, 64 autres liqueurs. Voilà. Nos clients, c'est les bars, les restaurants, les épiceries fines, les cavistes. Pas de grande distribution par choix. Un tiers en France et 2 tiers à l'export, essentiellement le Royaume-Uni, qui sont fans de cocktails. Donc voilà, nos liqueurs sont à la fois utilisées de manière assez traditionnelle, comme un kir par exemple, mais également en cocktail avec tous nos barman. Merci Claire, bravo. Pierre Bétinger pour Champagne Leclerc-Briand. Bonjour à tous, merci d'être là. Donc Pierre Bétinger, je suis directeur commercial de la maison de Champagne Leclerc-Briand, petite maison sparnassienne fondée en 1872, qui est connue dans la région pour avoir été pionnière du bio et de la biodynamie, et qui, après avoir été familiale pendant 5 générations, a failli disparaître en 2010-2011, avant d'être reprise par Frédéric, Hervé Gestin, notre chef de cave, et 2 amis américains. Et donc depuis 2012, nous essayons de lui donner une nouvelle vie, avec un nouveau style de vin, une nouvelle équipe, des nouveaux bâtiments rénovés, des nouveaux vignobles aussi. Donc aujourd'hui, nous avons 14 hectares de vignes en propre, qui sont en bio et en biodynamie. Nous produisons entre 150 et 200 000 bouteilles par an, avec une vingtaine de collaborateurs. Et depuis le rachat, nous avons 3 valeurs cardinales répétées par Frédéric au quotidien qui nous guident. Le respect, la singularité et l'élégance. Donc le respect de l'histoire de la maison, le respect de la nature, de la vigne et des vins et des rythmes de la nature. Le respect aussi de nos collaborateurs et de nos partenaires, bien sûr. La singularité dans le style de nos vins. Tous nos champagnes sont millésimés, ils sont tous extra bruts ou 0 dosage. La singularité aussi dans les méthodes. On utilise des œufs en terre cuite, des globes en verre. On a une cuvée qu'on immerge 1 an sous l'eau. Et l'élégance, qui est évidemment ce qu'on recherche à la fois dans le style des vins, à la fois dans tout ce qui l'entoure, le marketing, les habillages, etc., et les lieux d'accueil, l'élégance dans les lieux d'accueil, dont le 25 bis que vous avez aperçu tout à l'heure et qui nous hébergera pour le grand repas, la grande table. Voilà, merci. Respect, singularité, élégance, c'est RSE. C'est RSE, voilà, exactement. C'est ça la démarche.
Raphaël Kisseleux pour la confiserie Adam. Alors on me dit souvent bavard, donc je préférais l'écrire pour être le plus synthétique possible. Donc moi je suis Raphaël Kizelé, je suis donc le directeur général de la confiserie Adam, maison fondée en 1912 par la famille Adam et qui se situe au sud de Colmar. Donc nous sommes confiseurs spécialisés dans la fabrication de dragées et dans la fabrication de gourmandises en chocolat. Notre maison dispose de savoir-faire rares. Nos maîtres confiseurs et nos maîtres chocolatiers sont pour la plupart compagnons du devoir. Ce qui nous a d'ailleurs permis d'obtenir le label EPV il y a une dizaine d'années, donc pour entreprise du patrimoine vivant. Notre maison est exigeante dans la sélection des matières premières. Nous travaillons avec des partenaires de longue date pour nos amandes d'IGP. Une grosse partie viennent donc de Sicile, ce qu'on appelle les avolas, la reine des amandes, des noisettes françaises ou bien encore des chocolats d'origine. Notre maison est également singulière. Nous avons des procédés de fabrication vraiment particuliers, ce qui nous permet souvent de réaliser l'irréalisable. Ce cocktail d'ingéniosité, associant l'homme, de bons ingrédients et nos process de fabrication, nous permet de produire des confiseries vraiment uniques et différenciantes, souvent pour de belles maisons prestigieuses, françaises et internationales. Adapter nos produits pour chaque pays, pour des raisons réglementaires, pour des raisons de tradition ou bien encore pour des raisons de goût, demeure notre ADN et notre force. Ainsi, nous sommes présents dans 44 pays. Enfin, l'association Maison et Savoir-faire d'Excellence est pour nous un tremplin pour faire connaître notre entreprise auprès du grand public, afin que notre marque rayonne plus en France et devienne l'ambassadrice de l'excellence à la française à l'étranger. Merci. Marc Darros pour les Armagnac Darros. C'est encore moi, désolé. Donc Marc Darros, je suis l'heureux, héritier d'une tradition gasconne qui est l'Armagnac. L'Armagnac est un spiritueux qui a été pour la première fois distillé il y a 700 ans, il y a plus de 700 ans, donc vous comprenez bien que nous ne sommes que de passage avec ce beau produit. Ma maison est une maison indépendante, également entreprise du patrimoine vivant, singulière de par son fonctionnement, puisque nous avons une trentaine de partenariats avec des vignerons, chez qui nous allons apporter notre alambic ambulant, qui va de propriété en propriété pour distiller les vins et pour les ramener dans nos chais pour des vieillissements qui durent entre 8 et 60-70 ans pour les plus vieux. Notre credo, c'est l'authenticité, donc tous les cépages que l'on peut trouver en Armagnac sont privilégiés. La distillation continue traditionnelle que l'on trouve aussi en Armagnac est exclusivement utilisée chez nous. Et bien sûr l'origine des bois aussi, qui sont des bois du sud-ouest, qui vont pendant tant d'années accompagner le vieillissement de nos eaux de vie. Notre clientèle est une clientèle très traditionnelle, avec 35% de notre activité sur le marché français. Donc la belle gastronomie, nous sommes très, très présents en belle gastronomie, un peu aussi lié à l'histoire familiale. Et aussi bien sûr chez les cavistes indépendants qui sélectionnent de nos produits. Et puis ensuite, nous vendons dans plus de 70 pays aujourd'hui. Donc on a une marque internationale qui reste une marque de niche, parce que l'Armagnac est un produit de niche et notre positionnement est encore plus précis, je dirais. Mais nous avons quand même une marque que l'on trouve dans 70 pays, avec bien sûr toute la partie Asie, Amérique du Nord et toute l'Europe. Voilà. Vous aurez tout à l'heure l'occasion de tester de façon un peu originale nos produits, puisqu'on a joué sur les associations et vous aurez l'occasion de découvrir tout à l'heure. Merci. Nicolas Béraud pour la charcuterie Béraud. Exactement. Après le père, le fils. On est toujours les uns à côté des autres. Bonjour à tous. Comme dit par Frédéric, je suis Nicolas. Je suis venu avec mon père, Gilles Béraud, pour représenter la maison Béraud. Nous sommes charcutiers d'excellence depuis 1930, d'abord à Saint-Étienne, puis à Paris. Aujourd'hui, nous avons 5 boutiques parisiennes, dont 2 au sein des Galeries Lafayette, et nous employons donc 70 collaborateurs. À la maison Béraud,
nous avons 3 principes qui nous guident: le bon, l'éthique et la saisonnalité. Le bon, tout d'abord, c'est ce qui nous a permis, au tout départ, de nous forger une clientèle qui a confiance en nous et qui nous fait confiance encore aujourd'hui. Mais c'est également une reconnaissance de la part de nos pairs, par le biais de différents concours, différentes médailles. Nous sommes champions de France de fromage de tête, médaille d'or du Jambon de Paris, vice-champion du monde de pâté croûte, pour ne citer que ces 3-là, 3 produits emblématiques de la charcuterie française. L'éthique, ensuite, bien avant que ça soit à la mode, comme ça l'est bien heureusement devenu aujourd'hui. L'éthique, parce que nous travaillons depuis plus de 15 ans avec notre éleveur de cochons, qui est bien sûr notre principal fournisseur, mais au-delà d'être notre principal fournisseur, c'est notre principal partenaire, Laurent Guglielmi, dans le Perche, qui partage toutes nos valeurs. Et parce que sans un élevage de qualité, un élevage éthique, on ne peut pas faire de bons produits. Le bon ne s'arrête pas au goût. L'éthique rentre en compte, en tout cas, nous le croyons. Et puis enfin la saisonnalité, parce qu'on est parti d'un constat très simple. Je ne pense pas qu'on ait envie de manger la même charcuterie un 14 juillet qu'un 24 décembre. La température n'est pas la même, la saison est différente. Et c'est pourquoi nous avons développé, et nous continuons de développer, des collections éphémères, collections printemps-été, collections automne-hiver. Alors le pâté en poulpe, qui n'est d'autre qu'un pâté en croûte avec du poulpe en été, vient répondre à une rillette en croûte qui n'est pas aussi grasse qu'on pourrait le penser dit comme ça, ne vous inquiétez pas. Nous avons rejoint MSFE pour une raison très simple, c'est que nous partageons les valeurs de tous les membres qui sont présents ici, à savoir que nous respectons tous notre passé, mais nous sommes également tournés vers l'avenir. Voilà pourquoi nous sommes là et je vous remercie de votre présence. Pauline Bartouille, pour la maison Bartouille. Bonjour à tous. Donc vous avez vu Laurent, moi je représente Pauline Bartouille. Depuis 3 générations, en fait, notre entreprise, on fabrique du foie gras et on fume du saumon dans le sud des Landes, à Péroran. L'histoire de la maison, elle est vraiment liée à ce territoire, en fait, au cœur du pays du foie gras et au bord des gaves où remontent encore des saumons sauvages. Donc aujourd'hui, nous tenons plus que jamais, en fait, à valoriser ce terroir à travers notre savoir-faire et le goût unique de nos produits. Pour le canard, nous défendons en effet un modèle d'élevage traditionnel en autarcie. Ça veut dire qu'ils sont élevés localement, bien sûr, en plein air, en petits lots, et que le maïs est produit sur la ferme. Le foie gras est vraiment un produit emblématique de notre maison, et la préparation s'appuie aussi sur un savoir-faire artisanal et paysan, c'est-à-dire la viscération à froid. Ce procédé est une de nos grandes spécificités et va renforcer le goût de nos foies. À l'image de mon grand-père, en fait, qui a monté l'entreprise en 1929 à Péroran, on est issu d'une famille de bouchers charcutiers, on tient vraiment à valoriser l'ensemble de l'animal. Donc toutes les semaines, on va préparer de grands bouillons de légumes dans lesquels on va réaliser ensuite une multitude de recettes. Et de semaine en semaine, ce cycle se répète. Pour nous, c'est vraiment important de produire en petite quantité, toutes les semaines, ce qui nous permet d'être au plus près de nos produits et donc d'en maîtriser le goût. Depuis plus de 60 ans aussi, nous fumons du saumon à l'ancienne, en fait, c'est-à-dire en suspens, au bois d'aulne, à température froide. Il faut environ une semaine pour élaborer un saumon fumé Bartouille. Le goût unique de ce saumon fumé, il est lié bien sûr à ce fumage à l'ancienne, mais aussi à une sélection des meilleurs saumons d'élevage et sauvage. En effet, on est fabricant, et sans une matière première d'excellence, on ne pourra pas vraiment atteindre le goût que l'on souhaite sur nos produits. Voilà, notre savoir-faire, comme plusieurs personnes l'ont répété ici, en fait, est rare et unique. Et dans chaque atelier, les grandes étapes forcément s'opèrent manuellement, parce qu'on croit sincèrement que seule la main, en fait, peut faire preuve d'un tel degré de précision et justement de maîtriser la transformation de nos produits. Et ça, chaque jour, nos équipes, en fait, contribuent au maintien et au développement de ce savoir-faire. Donc on est très fiers d'avoir intégré aussi à Maison et Savoir-faire d'Excellence, où je pense qu'au fur et à mesure des présentations, on va voir vraiment les valeurs qui nous portent, en fait, qui vont toutes transparaître. Voilà, merci. Les Alice de
il y a peut-être plus de filles que de garçons. Moi, pareil, j'ai pris l'anti-sèche, ça doit être les fabricants de bonbons. Alors moi, je suis heureuse de vous présenter un bien bon bonbon qui est tout simple. Du coup, je suis très touchée d'être ici parce que nous, on s'est joué qu'une seule petite note de musique dans le goût. C'est les Amis de Flavigny. On vit dans un village de 300 habitants, on est 30 personnes et on fabrique notre bonbon depuis plus de 400 ans. Et puis aujourd'hui aussi, je suis très fière parce qu'il y a des magasins, Lafayette Gourmet, la grande épicerie, et puis il y a Takashi qui travaille avec nos amis. Donc c'est super, alors qu'on est dans un tout petit village, de voir comment les amis rayonnent et on en est toujours très très fiers. Il faut plus de 3 ans pour former un dragéiste, parce que ça a l'air simple, on prend une petite graine d'anis puis on l'enrobe de sirop de sucre avec des arômes naturels. Mais en fait, c'est pas facile. Et souvent, quand on démarre, on fait des balles de golf, on fait des anis doubles, des anis tout frisés, enfin, du drôle de goût. Or, il faut que le bonbon soit tout dur et tout lisse pour qu'on puisse bien apprécier l'anis. Et on essaye aussi de bien travailler avec la nature, parce qu'il faut aller chercher nos ingrédients, puisqu'on n'a que 3 ingrédients ou 4. Il ne faut pas se tromper dans le choix des ingrédients. Et autrement, je m'appelle Catherine, mais avant il y avait mon papa, avant il y avait mon grand-père, avant c'était d'autres familles du village, et il y a très très longtemps, donc c'était les moines de l'abbaye de Flavigny. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je ne m'en rappelle plus. Il y a une chose, parce que quand on dit excellence, nous, il ne faut pas qu'on se loupe, mais il y a quelque chose que je trouve magnifique, c'est que nos consommateurs, effectivement, quand ils voient la boîte d'anis et quand ils connaissent, ils sourient. Et puis après, ils nous racontent leur première fois. Et ça, c'est comme un truc magique. Un petit bonbon qui fait parler les gens. Et nos petits bonbons, c'est le compagnon du voyage de beaucoup de consommateurs. Bonjour à toutes et tous. Effectivement, Romain Olivier est artisan affineur de fromage depuis... ma famille fait ce métier depuis 4 générations, 1907 pour le début de l'histoire. Un métier qui trouve son sens dans MSFE parce que j'ai toujours du mal à le dire, mais j'ai le sentiment d'être parfois en voie de disparition dans ce métier d'affineur en tant que tel. On est de moins en moins et c'est un élément de formation et de transmission qui est vraiment essentiel aujourd'hui. C'est une équipe d'une bonne vingtaine de personnes. On a 5 collaborateurs qui s'occupent au quotidien de l'ensemble des fromages que l'on peut collecter auprès de 190 producteurs en amont. Alors pourquoi en voie de disparition? Eh bien, si je me permets d'être un peu provoque avec ce vocabulaire, c'est qu'au fur et à mesure, on a demandé à aller de plus en plus vite. Et pour aller de plus en plus vite, eh bien, on fait faire le travail à des producteurs. Et je reste convaincu et persuadé que chacun a son métier. La production laitière est un métier en tant que tel, la production fromagère en est un autre, l'affinage est un troisième, et le bon marchand conseilleur, au sens noble du terme, il a tout son rôle à apporter. Et bien on essaie de contribuer à maintenir ces traditions ancestrales. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de science dans notre métier, il n'y a pas de méthode, il n'y a que de l'expérience qui vient se poser. On parlait de temps et de durée. Chez nous, les affineurs ont généralement un certain nombre d'années. Nous continuons de former dès aujourd'hui, mais nos chefs de cave ont plus de 20 ans de maison et vont s'occuper effectivement d'organiser tous ces soins. 5 caves en briques rouges à l'ancienne, on est basé dans les Hauts-de-France. Chaque cave a son ambiance de cave, son milieu microbien, et c'est cette synergie, ce mélange microbien des sources des différents producteurs qui donne cet équilibre, qui donne la signature d'un affineur comme on peut essayer de le faire. Un quart de l'activité à l'international, et on défend évidemment ce savoir-faire pour qu'il soit proposé au repas des uns et des autres, toujours pour du plaisir. Donc on est très heureux d'être parmi tout le monde. Merci. Chélan pour les huiles d'olive du château Viran. Bonjour à tous, donc avec l'accent vous savez d'où je viens, en Provence. Il faut imaginer Château Viran au pied d'une barre rocheuse avec entouré de vignes et d'oliviers.
et en appellation Aix-en-Provence. Donc 6 générations de producteurs, mais c'est surtout papa et maman qui ont donné l'impulsion à Châteauviran. Et moi je suis revenue pour créer la filière huile d'olive. Donc la filière huile d'olive, elle a 22 ans aujourd'hui. Et il y a 10 ans, 12 ans, on a eu le label Entreprise du patrimoine vivant, le label d'excellence du savoir-faire français. On exporte l'huile d'olive dans 23 pays. C'est un vrai sacerdoce que ce métier aussi, quand on veut le faire au niveau où on le fait. Ce que j'aime à dire de mon métier, c'est qu'il m'a permis d'être juste un trait d'union entre hier et aujourd'hui. Parce que l'huile d'olive, il y a quelques années en arrière, eh bien, ça ne connaissait pas les lettres de noblesse que ça peut connaître aujourd'hui. Et je suis contente d'avoir participé à mon petit niveau à tout ça. Ce qui est un peu marquant à Châteauviran, c'est qu'on a la cave, parce qu'on fait du vin, on fait de l'huile d'olive, on a un musée de la vigne et de l'olivier, et on accueille presque 100 000 personnes par an qui viennent visiter. Et 35% de notre chiffre d'affaires à la propriété, 20% à l'export, et le reste c'est des jolies enseignes qui sont représentées aujourd'hui. Moi j'ai 2 dictons qui m'animent et qui me permettent de me retrouver dans MSFE. Le premier, c'est un dicton lié à mon métier, c'est l'huile, c'est comme la vérité, ça remonte toujours à la surface. Donc ça veut dire pour moi que l'important c'est d'être vrai et de faire des produits vrais. Le deuxième dicton, c'est sans passion, rien de bon. Et je crois que c'est vraiment la passion qui nous anime tous dans MSFE. Voilà, merci. Anne-Florence pour les Jardins de Gaïa. Bonjour à tous. Moi je suis Anne-Florence, je suis responsable des relations presse au Jardin de Gaïa. Les Jardins de Gaïa, c'est une maison de thé qui a été fondée en 1994 par Arlette Romer qui est ici, qui a passé la main au fur et à mesure depuis 1 an à sa fille qui est dans l'entreprise également. Au Jardin de Gaïa, on propose des thés, des tisanes et des épices 100% biologiques, 75% en commerce équitable et 12% en biodynamie. Donc vraiment notre corps de métier c'est le thé, c'est-à-dire la sélection des thés sur le terrain auprès des producteurs en Chine, en Inde, au Sri Lanka, au Japon. On travaille avec 20 000 producteurs sur le terrain. Ensuite, les thés sont acheminés chez nous en Alsace, et en Alsace, on est spécialisé dans la création de recettes de thé, c'est-à-dire l'assemblage de thé, de plantes, d'épices, d'huiles essentielles, d'arômes biologiques. Et ce savoir-faire, c'est un savoir-faire qui nous tient à cœur parce qu'il est devenu rare en France, qu'on a développé au fur et à mesure. Et on est ravis de pouvoir le proposer un petit peu partout en France, dans 1800 points de vente, principalement en magasin bio, en épicerie fine, dans la restauration, des salons de thé. Et aussi de partager ce savoir-faire et cette passion du thé à travers notre maison de thé qui est installée en Alsace, dans laquelle on propose des cérémonies de thé, on propose différents événements, et dans laquelle on a ouvert une école de thé en 2017, donc il y a quelques années, pour pouvoir vraiment apporter cette connaissance du thé qui nous passionne et qui nous permet de découvrir ce produit noble qu'est le thé. Et si on a rejoint Maison et Savoir-faire d'Excellence, c'est vraiment pour promouvoir le savoir-faire qui est le nôtre ici en France, mais aussi pour promouvoir le savoir-faire des producteurs qui est essentiel, puisque le thé, c'est juste une feuille de thé, et c'est à partir de ça qu'on peut faire les 650 thés qu'on propose aujourd'hui et les 140 épices Terra Madre. Puisque dans les jardins de thé, on essaie de travailler dès que peut se faire en biodynamie, en permaculture quand ça peut se faire. Et dans les jardins de thé, les producteurs au Sri Lanka, en Inde, produisent également des épices qui nous servent à aromatiser, à parfumer nos thés, mais également qu'on vend sous une marque d'épices Terra Madre. Voilà, je vous remercie. Gonnet-Melville qui nous présente un ovni Château-Gillette. Bonjour à tous. Alors nous sommes un couple de vignerons, mon mari Xavier qui a son domaine en Champagne et moi je suis vigneronne à Bordeaux, donc les vignobles Gonnet-Melville, et nous avons intégré MSFE pour un domaine particulier qui est Château-Gillette, qui est oui un peu un ovni. C'est un tout petit domaine à Prégnac, donc dans le cœur du Sauternay, un domaine de 4 hectares et demi où nous faisons un élevage de 20 ans en cuve avant de mettre en bouteille et de commercialiser. Donc c'est, je pense à ma connaissance, unique au monde. Pour la petite histoire, ça a commencé pendant la Seconde Guerre mondiale, durant laquelle mon grand-père avait des difficultés pour trouver des bouteilles, des barils, et même pour vendre, je suppose. Donc le premier millésime 37 est resté comme ça 9 ans dans les cuves en béton.
Et quand il a goûté, il s'est dit, en fait, c'est incroyable, hyper intéressant, beaucoup plus frais, pas d'aromatisation par le bois, pas de micro-oxydation de la barrique. Et il a dit, oui, dehors les barriques, maintenant on fera que de la cuve. Donc ça, c'était René Medville. Mon père, Christian, a fait différents essais, et donc maintenant on est calé à peu près à 18-20 ans de cuve béton avant la mise en bouteille et la commercialisation dans les mois qui suivent. Alors c'est une production qu'on ne fait pas tous les ans, on fait vraiment que les grands millésimes, ce qu'on appelle des crèmes de tête. Donc on produit à peu près, en moyenne sur 50 ans, on fait un millésime sur 2. C'est une toute petite production, 4 hectares et demi avec vraiment des tout petits rendements. Donc on fait une bonne année, c'est 5000 bouteilles. Voilà, dans un Sauternes qui ne ressemble à aucun autre, on goûtera tout à l'heure. Voilà, on est commercialisé énormément à l'export, on est très tourné vers l'export, environ 75%. Et ensuite en France, on est présent dans la belle restauration et les jolies boutiques. Voilà, et on a des grandes valeurs, je pense, de partage, d'échange. Donc vraiment très content d'intégrer un SFE, déjà pour avoir une vision plus large, parce qu'on se regroupe beaucoup les vignerons, mais on est vraiment très content d'avoir intégré une association qui a les mêmes valeurs que nous et dans des métiers qu'on aime, mais qu'on connaît moins. Et vraiment, moi, je suis vraiment très contente d'échanger avec tous nos confrères, voilà, dans cet univers qu'on adore. Et voilà. Thierry Landron pour la maison mère. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé. Soyez poli, monsieur. Non, on dit mère pour les francophones et Meert pour les flamands. Voilà. C'est vrai que parfois ça prête à confusion. Donc moi je m'appelle Thierry Landron depuis 58 ans. Je préside cette maison, donc la maison Meert, depuis 25 ans maintenant. Meert, c'est une institution lilloise, très ancrée bien sûr dans la région des Hauts-de-France, qui a fait des tas de métiers autour de des métiers de la pâtisserie. On a été confiseur, distillateur, chocolatier, bien sûr, pâtissier, mais on a une spécialité qui demeure très locale, qui est la gaufre. Voilà, la gaufre du Nord, rien à voir avec celle de Bruxelles, c'est une gaufre fine, nappée d'une crème à la vanille, au spéculoos, au rhum raisin. La nôtre est à la vanille, et voilà, et c'est ce qui a fait que notre maison aujourd'hui est reconnue, donc à travers cette gaufre. Alors souvent on me dit la gaufre, ça s'écrit avec 2 F, bien sûr. Non, sachez que la gaufre ne s'écrit qu'avec un F. Voilà, pour la petite histoire. Donc maison très ancrée à Lille, donc reconnue bien sûr pour ses produits d'excellence, mais aussi pour ses décors qui sont classés monuments historiques, on ne l'a pas dit, mais 1677, donc il y a beaucoup de choses à dire et à voir avec son petit musée, et donc ses décors historiques. Et puis aussi c'est, en tout cas dans le Nord, cette belle histoire, ces belles et grandes histoires, mais aussi ces belles et ces petites histoires, et donc on a voilà, une clientèle intergénérationnelle et quelques clients célèbres qui sont nés, dont un est né à Lille, le général de Gaulle. Voilà. Donc on a souvent associé la gaufre de chez Meert à la jeunesse, en tout cas, du général de Gaulle, enfin, l'enfance du général de Gaulle ici. Voilà, pourquoi je suis là? Parce que nous, on dit dans le Nord que l'union fait la force. Donc je pense que tout seul, souvent on dit qu'on va plus vite, mais en revanche on va moins loin. Donc si je vous rejoins, c'est qu'effectivement on partage les mêmes valeurs, je pense en tout cas. Voilà, c'est tout.